On a commencé l'enregistrement. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par DVV International et par le projet ACP en particulier. Donc, aujourd'hui, on va parler du journal de Moja, le rôle de l'apprentissage et de l'éducation des adultes dans la transformation des vies et des moyens de subsistance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oumaima Kefi, je suis chargée de communication régionale Afrique du Nord chez DVV International et j'aurai le plaisir de faciliter cette session aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré. Aussi, vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment durant les présentations. Euh, je tiens aussi à vous informer qu'il y a une traduction simultanée en anglais. Donc, il suffit de cliquer sur Interprétation et vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Donc, aujourd'hui, on va parler en français, mais il y a aussi la traduction en anglais. Et enfin, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin pour la discussion finale. Et voilà, avant de commencer les présentations, je passe la parole à mon collègue David qui va vous parler du journal de Moja et de ce troisième numéro en particulier. David? Okay. Okay, Umaima, thank you very much. Welcome to everybody. I see some familiar names. Even if I don't see your faces, I recognize some names. You're all very welcome to this webinar, especially because we understand, we know it's December, it's very late, it's a busy time for many people. So thank you for taking the time to join us. I'm going to share my screen very quickly. To show you issue 3. Can you see? Umaima, do you see? Yes, we can see. Yeah. Good. We just released recently issue 3 of the journal, and that's why we're having today's webinar. You can see it here on our website, on the Mojo website, the Mojo Journal of Adult Education. At the moment, it's only in English, but the French version, I think we'll finish today, which means that it will go very soon by next week. The French edition also will be on the website, and you can download your version. This year, unlike previous years, you can see the articles are available here. So every article is, well, this one is just an introduction, but you can see that all of the articles we have some saffron from Algeria. So you can read the article and you can read about the writers in each country and you can download your copy either of the whole journal, or you can also see the where are we? The article, read it on the site. But I just want to say a couple of words about the articles. Today we're joined by Madame Kaltouma and Mr. Zidi, both from Algeria, and I would like to say thank you very much and welcome both writers to the webinar today. So you can find some pictures of the writers on the site. Let me stop sharing that. Okay. I just wanted to give you a quick look and let you know it's there, and you can download it. Whether you work in agriculture or urban gardening, as is the case today, or health, or any other, it doesn't matter what field you work in. If you don't get some education to do whatever you do better, and you are an adult, you need education. It's adult education by definition. But when we mention adult education, a lot of people, let's say, they think reading and writing. I must learn to read and write, or somebody is learning to read and write. Yes, these are very important skills. When we know how to read, how to write, it's very helpful and is a foundation for us to learn many things. But really, people want to learn skills. How do I do my agriculture better? How do I do my labor better? How do I do my
healthcare better, something, whatever you are doing. And that is very much what issue 3 of the journal is about. It's showing how people learn different skills and therefore they can do their work, whatever that work is, they can do it better. And today we hear of the case, two cases, sorry, from Algeria, one based around, well, I don't know, should I say horticulture or agriculture? I'll let Madam Kaltouma tell us herself. And Mr. Zidi about also, let's say, related to gardens and plants. We'll talk about this during his presentation. But it's very, very important to see the role that adult learning and education is playing in improving lives and livelihoods for various people. And we see this all over Africa today, and we're very fortunate. We see two examples up close to learn about why is this important, what inspired our presenters today to take this journey, and what are some challenges maybe they faced. And we hear from you as well, everybody participating in this webinar, your experience and cases, your examples of how you found adult education to be able to improve life and livelihoods for you or your learners or others that you may have come into contact with. So I'm going to stop talking. I'm going to leave it there, pass back to my colleague, Umaima. And once again, thank you very much for joining us. And you're very welcome here today. Okay. Thank you, David. Donc, on va reprendre avec le français. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir deux articles inspirants. Le premier article est écrit par Madame Kaltouma Adouane et il est intitulé De la quête du bien-être à une passion entrepreneuriale, mon parcours d'apprentissage du safran. Donc, Madame Kaltouma, elle va nous parler de son expérience. Je vais commencer par la présenter rapidement pour vous et après, je passerai la parole à Madame Kaltouma. Donc, Madame Kaltouma nous partage son expérience personnelle d'apprentissage dans la culture du safran à Bjeya, en Algérie, et comment ce parcours a transformé sa vie et celle d'autres femmes rurales. Donc, Kaltouma Adouane a étudié le droit des affaires à l'université de Béjaïa en 1996 avant de se former en design de mode et de patronage. Elle a ensuite suivi des programmes de formation professionnelle et continue allant de la peinture sur verre au PSEP pour l'accès aux gardes de professeurs spécialisés. Donc, depuis 2018, elle mène avec sa passion son projet de culture du safran et elle a été aussi élue vice-présidente de l'association des femmes rurales de Bjeya, donc c'est l'association AFOOT. Voilà, donc Madame Kaltouma nous montrera comment le partage de son savoir avec d'autres femmes rurales a permis de créer des revenus durables et améliorer la stabilité des ménages et contribuer au renforcement des économies locales. Voilà, Madame Kaltouma, je vous passe la parole et je vais aussi partager votre présentation. Oui, bonjour Oumaima. Bonjour. Oui, oui. Vous m'entendez, Oumaima? Oumaima, vous m'entendez? Oui, je vous entends très très bien. Voilà, bonjour. Oui, on vous entend très très bien. Eh ben, très bien. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et ça me fait vraiment un grand plaisir d'être avec vous pour partager un moment de ma vie, un moment de ma vie qui m'a transformée et qui a pu transformer aussi la vie de pas mal de femmes de ma région en Algérie, la région qui s'appelle Bijaya. Alors, mon parcours au niveau de ce partage-là que je vais partager avec vous, ça a commencé auparavant, c'était en 2015 où j'étais malade, j'avais une grave maladie, où j'ai réussi à me faire guérir grâce au safran.
Mais ce safran-là, c'est pas moi qui le cultivais, je l'achetais. Après, en 2000, quand j'ai réussi à me faire guérir grâce à ça, en 2018, ça m'est venu l'idée de planter le safran et j'ai fait des recherches chez moi en Algérie où est-ce que je peux trouver la bulbe de safran. Et bon, ça m'a fait des, comment j'ai vraiment cherché et enfin j'ai trouvé cette bulbe et en 2018, j'ai commencé ma première culture de safran. Malgré que des experts dans la matière agricole, tout ce qui est agriculture, de chez nous, ils m'ont déconseillé de cultiver cette bulbe de safran, qui est l'eau rouge, en me disant comme quoi ça ne va pas réussir chez nous, vu le climat proche de la mer. Nous, on est vraiment proche de la mer Méditerranéenne. Bon, j'ai tenté la chance avec 5 kilos de bulbes sur mon terrain agricole que j'ai chez moi. Et après, un moment, après 2 mois d'attente, le résultat, il était là. Et pour vous dire, le résultat, il était vraiment spectaculaire. Franchement, c'était un résultat spectaculaire que j'ai découvert. J'étais vraiment fascinée. J'ai pas cru moi-même ce que j'ai vu quand j'ai vu le gros tapis violet de safran qui est sorti de terre. Et c'est à partir de là que j'ai décidé. Première fois, c'était juste une expérience pour voir qu'est-ce que c'est. Et à partir de là, j'ai décidé de commencer mon aventure avec le safran. Et c'est à partir de là, comme j'ai cultivé 5 kilos, après la deuxième année, j'ai été acheter encore plus de bulbes pour élargir mon exploitation du safran et où ça a donné vraiment un bon résultat. Ça veut dire, et après, j'ai eu la chance de m'intégrer dans une belle association qui est l'association La Femme Rurale de notre région de Bijaya, qui s'appelle Afoud. Et quand j'ai intégré cette association, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu faire des formations dans la culture de champignons, des formations dans la fabrication des fromages, des formations dans la cosmétique. Et j'ai lié tout ça avec ma culture de safran. Comment j'ai lié tout ça? J'ai lié tout ça en faisant avec mes produits, avec mon pistil de safran, je réalisais des produits naturels à base de ça. C'est-à-dire, c'est des dérivés de safran. Et je ne suis pas restée là. J'ai fait quelque chose de mieux. J'ai partagé cette belle expérience avec d'autres femmes de notre région. Comme chez nous, c'est une région montagneuse. C'est une région montagneuse où la culture, je veux dire, pour faire des cultures, c'est un peu difficile, mais j'ai découvert que la culture de safran, elle est vraiment adéquate pour cette région-là de notre région qui est Bijaya en Algérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance de côtoyer des professeurs à l'université qui étaient comme par hasard dans la recherche de safran en Algérie. Ils étaient sur cette recherche-là. Et ça nous a permis, nous, ici à Bijaya, notre région, à l'université, de faire le premier mémoire sur le safran qui a été réalisé sur 12 échantillons, qui a été réalisé sur 12 échantillons de notre safran qui a été cultivé par la femme rurale de notre région Bijaya. Et ce mémoire-là, c'était un beau départ pour nous parce que c'est à partir de là qu'on a fait des découvertes que ce safran-là, qu'elle cultivait, que je cultivais moi-même et qu'elle cultivait les femmes de notre région, c'était un safran de très très bonne qualité. Et tout ça, ça a donné comment dirais-je, du courage. Ça a donné du courage pour ces femmes-là pour continuer à cultiver ce safran-là. Et aujourd'hui, elles sont en train de le cultiver chez elles. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je reprends ce safran-là pour le transformer, pour le
transformer sur d'autres produits, comme sur des produits cosmétiques ou là, sur du fromage. Il y a pas mal de choses. Et même, il y a des femmes qui sont maintenant avec moi. On est en collaboration maintenant pour faire un projet entrepreneurial, vraiment un projet entrepreneurial à l'avenir. C'est un projet incessant qu'on va faire à l'avenir pour mettre en valeur cet or rouge-là de notre région pour le distribuer partout dans notre pays, en Algérie, et le faire sortir vers l'extérieur. Je veux dire, le faire connaître vers l'extérieur, quand je dis vers l'extérieur, vers d'autres pays. Aussi, pour vous dire, ces femmes-là, ça leur a fait comme 6 jours-ci, pour vous dire, je parle de maintenant, c'est la culture, c'est la période de la culture du safran. Elles sont toutes motivées, elles sont toutes, elles sont toutes motivées, elles sont toutes enthousiastes parce que il y a eu une bonne récolte grâce à la pluie qu'on a eue incessamment. Alors ça a donné Madame Kaltouma, s'il vous plaît, excusez-moi. oui, Est-ce bien sûr. que, est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro parce qu'on n'arrive pas très bien Oui. à vous entendre? Ok, et maintenant vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Ah bon, désolée. Voilà. Bon, c'est bon, Oumaima, je continue, ça Oui, va, je oui, suis sur oui, le. oui, bien Ah sûr, bon? oui, très bien. D'accord, voilà. Bon, c'est ça. Maintenant, bon, je vais vous en dire. Actuellement, je suis sur une très grande exposition internationale qui se déroule ici chez nous en Algérie, dans la wilaya de Timimoun, une exposition des produits de terroir. Tout ce qui est produit de terroir de chez nous en Algérie. Et j'ai pu ramener tous les produits de terroir qu'elles ont cultivés, toutes ces femmes-là, parce que ces femmes-là, elles ne cultivent pas par hasard, parce qu'elles ont aussi, au sein de notre association, elles ont fait des formations de transformation de produits de terroir. Et aujourd'hui, leurs produits, ils sont là, dans cette exposition-là. Pour vous dire combien cette culture elle a apporté un plus pour ces femmes-là. Et aussi, j'aimerais bien vous dire, ne pas rester là, parce que je suis sur mon projet de créer mon atelier, une fabrique de fromage, une fabrique de fromage où le safran sera à l'honneur dans ce fromage-là. Oumaima, c'est bon? Ou je peux continuer? Oumaima. Oui, vous pouvez continuer, oui. Bon, je continue sur J'ai quel part- volet, s'il Vous vous plaît? pouvez suivre la présentation si vous voulez, hein. Je l'ai partagée pour vous. D'accord, parce que j'arrive pas à voir bien. Parce que la connexion, elle est vraiment très faible là chez nous. C'est pour ça que j'arrive pas à suivre. Voilà, exactement. Voilà. Et pour vous dire, à partir de là, je veux dire, il y a aussi une belle expérience, une très belle expérience que j'ai faite. C'était le jour où j'ai intégré le DVV international, qui m'a permis d'apprendre comment devenir entrepreneur. Comment entrepreneur grâce à des formations. Et je vous dis des formations, c'est pas n'importe quelle formation. C'était vraiment des formations de qualité. Des formations de qualité, comment créer sa propre entreprise, comment gérer sa propre entreprise, comment guider, comment faire, je veux dire, aller de l'avant grâce aux formations que j'ai suivies avec DVV. Il y a eu aussi cette formation sur la communication que je n'oublierai jamais. C'était avec vous, Oumaima. Je vous remercie infiniment. C'était une très belle expérience avec vous. Il y avait des choses, des lacunes que je ne savais pas auparavant. Et grâce à vous, Oumaima, vous m'avez vraiment ouvert les yeux sur certaines choses. Et c'est grâce à vous
où j'ai pu écrire cet article-là, où j'ai pu exprimer mon aventure et mon amour, comment dirais-je, mon amour avec le safran. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Madame Katouma. Voilà. Très bien, Je donc on continue. arrive à la fin de cette présentation. Merci Je vous beaucoup pour remercie. cette Voilà. présentation inspirante. Donc, Voilà. si quelqu'un a des questions de clarification, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat et nous allons essayer de répondre à toutes les questions après. Ils comprennent le français, Oumaïba? Oui, ils comprennent le français et il y a aussi la traduction en anglais, donc pas de souci pour la langue. D'accord. Et aussi, j'ai oublié, on va créer la coopérative des safranières de Bijaya. Voilà, des safranières de Bijaya. Voilà, c'est un truc qui est vraiment très inspirant. Très bien. Ok. Merci beaucoup, Madame Kaltouma. Donc, Merci à vous. après, on va passer à la présentation de Monsieur Abdelhakim Zidi et restez connectés parce qu'après, il va y avoir la discussion plénière et il y aura des questions-réponses. D'accord? D'accord, il n'y a aucun problème. Merci, Oumaïma. Très bien, merci à vous. Donc, on va passer à la deuxième présentation et je vais commencer par la présentation de Monsieur Abdelhakim Zidi, qui va nous parler de l'agriculture urbaine et de son rôle transformateur. Abdelhakim, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Très bien. Donc, Abdelhakim Zidi est agropédologue, cartographe et ingénieur en géomatique, passionné par les gestions durables des terres et le partage des connaissances. Il travaille actuellement comme ingénieur agricole à l'Institut national de vulgarisation agricole en Algérie et contribue à la formation des cadres agricoles dans le cadre du programme PRCHAT. Donc, son article montre comment, malgré les défis, l'agriculture urbaine transforme les villes en espaces de production alimentaire, réduit les dépenses, génère des revenus et renforce l'autonomie alimentaire et favorise l'inclusion sociale et la transition écologique. Merci, Abdelhakim. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez Merci. et D'accord. je vous laisse partager la Oui, présentation vous-même. oui, je vais partager mon écran. Très bien. Voilà. C'est- Vous voyez bien mon écran? Voilà. Yes, thank you. Oui, oui, présentant. Vous voyez mon écran? Oui, Très bien, super. Donc, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous une réflexion sur l'agriculture urbaine et je tiens à remercier d'abord toute l'équipe éditoriale pour son accompagnement et pour euh, l'intérêt porté à ce travail. Alors, alors pourquoi cet article? En fait, tout a commencé avec un article que j'ai créé et qui sera publié dans la revue de Faisal sous le titre L'attraction inexpliquée, une lecture scientifique sur la gravité invisible des lieux. Et malheureusement, l'article est en arabe, mais j'ai essayé de comprendre des choses simples, pourtant très difficiles à expliquer. Pourquoi certains lieux nous attirent, pourquoi on ressent une ambiance particulière et comment un lieu ou bien un espace peut influencer notre vécu, même sans explication claire. Donc, c'est à partir de ces questions que ma réflexion m'a mené naturellement vers le monde urbain et vers l'idée de comprendre comment
comment nos villes euh, peuvent retrouver le lien entre, peuvent retrouver le lien plus humain, plus sensible et plus écologique. Et c'est pour ça, j'ai voulu travailler sur l'agriculture urbaine. Et pour moi, c'est un exemple concret qui me montre comment la ville peut se reconnecter, euh, un lien avec la terre et avec l'humain. Et la photo ici exprime bien cette idée. Et d'ailleurs, hier, le 3 décembre, c'était la journée internationale des personnes handicapées. Donc, je trouve que cette image tombe parfaitement. Elle montre que même en ville, même dans une situation difficile, on peut créer un petit espace vivant et en lien avec la nature. Mais avant de continuer, je vais vous montrer une courte vidéo que j'ai préparée spécialement pour ce webinaire et afin d'entrer simplement dans le sujet. Donc, alors, alors, elle est où? Pas de sang. Alors, maintenant, on va commencer par... alors, alors maintenant, on va commencer par quelque chose de très simple. Euh, Qu'est-ce qu'est l'agriculture urbaine? Donc, l'idée est vraiment facile. C'est tout simplement le fait de produire, transformer, distribuer des aliments dans la ville, donc, ou tout près des habitants. Ça veut dire que la nourriture n'est plus produite uniquement loin dans les campagnes, mais aussi dans les quartiers, sur les toits, dans les jardins partagés et même à l'intérieur des bâtiments. Donc, l'agriculture urbaine rapproche la production du lieu et du lieu de consommation, bien sûr. Donc, elle donne accès à des aliments frais. Elle crée aussi des espaces verts très utiles pour les habitants.
Vous voyez bien sur le slide, donc les jardins, quelques exemples, euh, les jardins collectifs, et toits verts, et aussi que ce qu'on appelle l'agriculture verticale et l'aquaponie, l'hydroponie, et qui sont des systèmes innovants et durables. Donc, tout cela montre que la ville peut devenir un espace vivant et productif et surtout plus humain. Donc, maintenant, alors, dans cette partie, j'aimerais rappeler que l'agriculture n'est pas une idée nouvelle. En réalité, elle nous accompagne depuis très longtemps. Donc, chaque époque, elle a réinventé à sa manière. On pense d'abord au jardin de Babylone. Déjà, ça a commencé là. On cultivait au cœur de la ville, dans des espaces construits. Et plus tard, au Moyen Âge, les monastères développaient des jardins fermés, très structurés, et les utilisaient pour se nourrir et pour la médecine. Et pendant les guerres mondiales, beaucoup de pays ont mis en place les jardins de guerre, bien ce qu'on appelle les Victory Gardens, sont des potagers urbains pour soutenir la famille et renforcer la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, en XXe siècle, on trouve la même idée, mais avec d'autres outils, avec des systèmes modernes, plus durables et plus innovants. Donc, ce voyage historique montre que l'idée est ancienne. Elle revient avec une nouvelle force, parfaitement adaptée aux défis modernes. Donc, alors, ici, je voudrais montrer que le monde rural changeait énormément sur l'effet de l'expansion urbaine. Donc, vous voyez les trois images qui comptent, bien, qui racontent la même histoire. Donc, d'abord un paysage rural, calme et ouvert, et puis un espace qui commence à changer. Et enfin, un espace ou bien un paysage qui devient presque urbain. Donc, en réalité, ce mouvement n'est pas nouveau. Donc, au début de l'humanité, qu'on a commencé à cultiver, on a ouvert des petits espaces dans la forêt pour y planter. On est protégé avec les petites barrières en terre pour éviter que les animaux entrent. Et puis, on a construit une première petite maison, puis un autre, et cela a donné les premiers villages. Avec le temps, les villages se sont agrandis et l'agriculture est sortie vers les grands champs. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. L'agriculture vient dans la ville, ah, c'est ça, sur les toits, dans les quartiers et tout près des habitants. Donc, on peut dire que la boucle est bouclée. Si la ville avance vers les zones rurales, alors pourquoi ne pas faire entrer un peu de ruralité dans les villes? Et voilà, l'agriculture urbaine nous aide justement à rééquilibrer cette relation. Elle rend la ville plus habitable, plus vivante et plus écologique. Donc, alors, pourquoi l'agriculture urbaine devient importante aujourd'hui? En réalité, il y a cinq causes principales. D'abord, on commence par euh, un phénomène qu'on a déjà vu précédemment, l'urbanisation. De plus en plus, des gens vivent en ville et d'après l'étude d'Habitat de l'ONU, en 2050, presque 70% de la population vivra en ville.
Donc, la pression sur les ressources augmente et l'agriculture urbaine peut aider à répondre à cette demande. Ensuite, il y a un autre défi qui touche tout le monde, c'est la crise écologique, avec les changements climatiques, la sécheresse, euh, les inondations. L'agriculture urbaine permet de produire localement, ce qui produit des transports et encourage une gestion plus durable. Mais euh, l'enjeu n'est pas seulement écologique, donc il est aussi social. Dans beaucoup de villes, il y a de la pauvreté. L'agriculture urbaine peut produire pour réduire euh, les dépenses alimentaires et offrir de petits revenus aux familles. Donc, il y a une dimension très importante, le contrôle des citoyens sur l'alimentation. Et cela permet aux citoyens de répondre un peu de contrôle sur ce qu'ils mangent, sur la qualité des produits, etc. Donc, enfin, il ne faut pas oublier l'aspect humain, et ça veut dire la cohésion sociale. Les jardins collectifs créent du lien. Se rencontrent, on échange, on apprend ensemble. Euh, Cela renforce la dignité et l'intégration. Donc, quand on met toutes ces idées ensemble, la réponse devient très claire. Donc, l'agriculture urbaine répond en même temps aux défis écologiques, sociaux et alimentaires. Voilà. Alors, ici, je voudrais simplement partager quelques exemples très concrets qui viennent d'Afrique du Nord. Euh, En Algérie, on voit apparaître de plus en plus des projets sur les toits, comme la permaculture, et aussi des agriparcs urbains qui un peu mélangent de production, inclusion sociale et éducation environnementale. Ce sont des espaces qui créent du lien de la ville et qui montrent que l'agriculture peut réellement devenir un outil social. Au Maroc, il y a des micro-fermes urbains, mais aussi des initiatives qui intègrent directement l'agriculture dans l'architecture, dans les bâtiments, sur les toits et même dans les quartiers. Et donc, c'est une manière de penser la ville autrement, en ramenant le vivant au cœur des espaces urbains. Et même dans l'Égypte et en Tunisie, l'aquaponie s'est beaucoup développée avec donc, des jardins communautaires, des projets entrepreneuriat verts qui, bien sûr, encouragent l'inclusion sociale et économique. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la région avance rapidement. L'agriculture urbaine n'est pas seulement une idée théorique ou bien un concept esthétique, hein. C'est vraiment une réalité dynamique, créative et en pleine expansion. Maintenant, on parle d'un élément très essentiel, pour les femmes. Sur les femmes, jouent un rôle déterminant dans l'agriculture urbaine. Donc, dans beaucoup de villes et des zones périurbaines, on voit que ce sont les femmes qui s'impliquent le plus, qui innovent, qui utilisent leurs savoirs locaux pour faire, bien sûr, avancer les projets. Elles combinent l'autonomie économique, l'innovation sociale et savoir la transmission des connaissances. C'est ce qui mélange qui crée de vraies capacités d'adaptation. Donc, on peut citer euh, deux exemples très concrets. Donc, en Tunisie, euh, on a Agritech. C'est une plateforme numérique qui facilite l'accès des femmes aux services agricoles.
Et en même, on a l'Algérie avec la coopérative Green Women euh, a été créée en 2018. Donc, qui est la première coopérative 100% féminine en Algérie. Elle valorise les plantes locales et développe des petites activités économiques durables. C'est un vrai modèle d'émancipation et de capacité d'adaptation. Donc, j'espère que la directrice de la coopérative est parmi nous. On a changé hier, elle m'a dit qu'elle serait présente. Donc, si elle est déjà connectée, je suis les souhaiter la bienvenue. Dans tous les cas, je vais continuer. Alors, toutes ces expériences montrent une chose très importante ou bien sûr très simple. Qu'on investe dans les femmes, on renforce toute la communauté. Alors, ici, je voudrais montrer à quel point l'éducation des adultes joue un rôle important dans l'agriculture urbaine. Euh, on peut le résumer trois idées, l'acquisition des compétences, les formations locales, les ateliers collectifs, l'agroécologie, le compostage, la gestion de l'eau. Tout cela permet aux adultes d'apprendre des techniques simples et utiles. Ce sont des compétences qu'on peut appliquer directement dans les quartiers. Et justement, ces compétences ne restent pas théoriques. Elles ouvrent la porte à quelque chose de très concret, sont les revenus. Donc, avec les micro-jardins, les paniers solidaires, la vente de plantes, bien les petits marchés coopératifs, les familles peuvent générer des petites activités économiques. Donc, c'est très important pour la stabilité des ménagers urbains. Mais l'impact ne s'arrête pas ici, parce que au-delà de l'aspect économique, il y a quelque chose d'encre plus profond qui est construit, la transformation sociale. Les habitants prennent ensemble et ils développent une connaissance écologique commune. Ils deviennent acteurs de leur territoire et participent à construire un avenir plus durable. Donc, en connaissant trois niveaux, on voit une dynamique très forte. Donc, former les adultes, ça veut dire c'est former la ville. C'est créer une communauté plus forte et plus autonome et plus consciente. Alors, donc, pour les défis et les espoirs, donc, on a des défis, bien sûr, comme les accès limités aux terres cultivables. Euh, donc, cadre réglementaire adéquat, des financements insuffisants et même les pollutions des sols urbains. Donc, même les solutions, il y a des solutions comme les coopératives locales, les circuits courts alimentaires, les monnaies communautaires, les savoirs traditionnels et innovation technologique. Donc, pour conclure, j'aimerais simplement revenir à l'idée centrale de toute cette présentation. L'agriculture urbaine nous montre qu'une autre manière de penser la ville est vraiment possible. Une ville plus humaine, plus autonome et plus respectueuse de son environnement. Une ville, bien sûr, les obstacles existent, mais ce que montrent toutes les expériences autour du monde, donc et aussi en Afrique du Nord. Donc, est-ce qu'on peut construire des espaces
plus juste, plus solidaire et surtout plus proche des besoins réels des habitants. Dans tous les cas, l'éducation des adultes reste un élément essentiel et celle transmet les compétences qui renforcent les communautés et comme possible de transition durable et portée des citoyens eux-mêmes. Donc, et voilà donc ma présentation et merci pour votre attention et j'espère que j'ai respecté le temps. Merci beaucoup, Monsieur Zizi. Merci pour cette présentation, c'est très instructive. Donc, nous allons passer à la discussion plénière. Umama, I see there's some questions also in the chat window. Okay, I will see them. D'accord. Est-ce que Madame Kaltouma est là aussi? Madame Kaltouma? Donc, nous invitons tous les participants à partager leurs réflexions ou poser des questions sur le rôle de l'éducation des adultes dans la transformation des vies et des moyens de subsistance et particulièrement sur les deux présentations qui ont lieu aujourd'hui durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, soit vous pouvez utiliser le chat ou lever la main pour intervenir. Donc, je vais voir les questions sur le chat. I see Et that alors, il y a une question de Serine. Est-ce que vous voulez prendre la parole et poser votre question? Sinon, je vais demander à Monsieur Zizi de répondre à la question. Donc, je vais lire cette question. Avec l'urbanisation, les zones urbaines et le périurbain ont peu d'espace. Que seront les espaces cultivables? Monsieur Zizi, est-ce que vous voulez Oui, commencer par oui, cette question, à oui. répondre à cette question? Alors, pour la question, c'est est-ce que les zones urbaines et périurbaines ont peu d'espace? Donc, parmi les défis de l'urbanisation, l'agriculture urbaine sont les manques d'espace. C'est ça le problème. Et même, on a même, il y a des villes, donc maintenant, sont trop grandes, euh, comme par exemple, si on fait un exemple autour de le monde, il y a est-ce que tout le monde, est-ce que toutes les villes au monde, on peut faire l'agriculture urbaine? Donc, c'est ça le problème. Donc, aucun système urbain ne peut produire 100%. Donc, c'est ça. Est-ce que, est-ce que j'ai bien pour répondre ou bien je Oui, comprends très pas? bien. Donc, Oui. c'est à lui de répondre et de nous dire s'il a eu une réponse à sa question, mais on n'arrive pas à il ne répond pas. Donc, on va passer à la deuxième question. Nous avons aussi un commentaire de Madame Zahia Kacher. Elle a dit qu'il y a beaucoup de femmes qui cultivent ou plantent leurs herbes aromatiques dans des pots sur leur balcon. Donc, Madame Zahia, si vous voulez intervenir ou poser une question à Monsieur Zidi, n'hésitez pas. Et il y a aussi Madame Kaltouma qui est avec nous, donc n'hésitez pas à poser des questions aux deux intervenants d'aujourd'hui. Euh, Bonjour tout le monde, c'est Madame Cacher, c'est l'association Femmes Food de la Wilaya de Béjaïa.
Effectivement, je merci beaucoup pour les deux interventions. Elles étaient vraiment très intéressantes et c'est d'actualité. Donc, pour Monsieur Zidi, effectivement, nous avons une culture, c'est-à-dire ancestrale. Même dans les villes, on a beaucoup de femmes, bon, qui sont quand même, qui étaient dans les villages, dans le rural, qui viennent habiter dans des villes. Donc, elles ont la main verte. Donc, effectivement, elles cultivent. Elles plantent des plantes aromatiques sur leur balcon, dans des pots. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Celles qui ont effectivement des petits espaces, elles peuvent faire même des tomates, des poivrons, c'est-à-dire des petites salades comme ça. Et ça aide beaucoup pour l'alimentation quotidienne. Donc, il y en a cette culture ancestrale. Donc, j'ai aimé l'exemple des jardins de Babylone d'Irak. Effectivement, c'est quelque chose quelque chose qui peut se faire, mais simplement, il faudrait que les gens aient cette possibilité de le faire. Parce que vous savez, dans des cités urbanistiques, il y a toujours des espaces urbains, c'est-à-dire aux alentours, mais il faudrait qu'ils aient des autorisations pour que les gens puissent exploiter ces espaces-là verts qui entourent un peu les cités urbaines. Donc, vraiment, ils sont soumis à des autorisations parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la main verte. Mais simplement, il faudrait que les collectivités locales, c'est-à-dire facilitent ce type c'est-à-dire d'exploitation de ces espaces. Et ça peut beaucoup aider au fait. Pour effectivement la culture du safran, effectivement, c'est quelque chose qui marche bien. Ça commence à marcher à Bdjaya. Bon, effectivement, donc, de plus en plus, nous avons des agriculteurs et des agricultrices qui s'intéressent à cette culture, à cette plante qui est vraiment très intéressante. Et Monsieur Jamaleddin, Monsieur Cathy qui est là avec nous, nous avons lancé une session de formation justement en collaboration avec Monsieur Cathy, avec justement l'introduction de la sémiodidactique pour des personnes qui sont, c'est-à-dire parce que ça nécessite pas effectivement un niveau scolaire, donc avec la possibilité effectivement de suivre, c'est-à-dire la technique, comment planter, comment, c'est-à-dire enlever, faire l'émandage du safran. Donc on est en train de faire, on a fait les deux sessions, donc la plantation et la floraison, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire on a fait un petit peu pour retirer, c'est-à-dire la fleur, pour prendre les pestis. Donc, Monsieur Cathy et nous sommes en train de préparer en collaboration avec DVV, justement d'un guide pratique, de bons gestes pratiques pour justement la culture du safran. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement être un apport considérable pour transformer, pour aider les personnes qui s'intéressent à vouloir effectivement exploiter cette filière qui est très porteuse, où d'ailleurs les autorités algériennes donnent beaucoup d'importance à cela par justement une journée spéciale sur le safran. Merci, Madame Cacher. Je vais donner la parole à Monsieur Saïd Rakib. Oui, bonjour et merci pour ces échanges et ces deux présentations qui sont très intéressantes. Moi, je vais interagir avec la première présentation. Je vais parler un peu sur la condition euh, des coopératives euh, féminines dans l'espace rural marocain. Et puis, je vais poser une seule question à notre chère Madame Katoumatou. Voilà, les coopératives féminines au Maroc, ils prennent une grande dimension et que ce soit dans la production ou la commercialisation des produits de terroir, à savoir les épices,
le safran. Il y a une grande région au Maroc qui est très connue pour son safran au sud du Maroc. Il y a aussi les coopératives de production et de commercialisation des huiles, argan et l'huile d'olive, et aussi autres produits de terroir de la campagne marocaine. Mon idée, c'est que ces projets-là de coopérative, ce sont des projets intégrés où il y a plusieurs composantes. Il y a la composante alphabétisation fonctionnelle, coopérative à mieux gérer l'affaire de la coopérative. Il y a la scolarisation de la petite enfance et il y a le soutien des enfants scolarisés pour les aider à ne pas décrocher de l'école. Bref, c'est tout un bouleversement positif de la condition féminine dans l'espace rural. Ma question à notre chère présentatrice, à notre chère madame qui a fait la présentation, est-ce que votre expérience prend en charge cette dimension de projets composés de plusieurs axes. Il y a l'axe de la production et de la commercialisation et il y a aussi les autres composantes. Merci. Merci, Monsieur Saïd. Est-ce que Madame Kaltoum a pu répondre à cette question? Madame Kaltouma? Omeima, parce elle est à Timimoun, elle est dans la région du sud, donc il y a le problème peut-être de réseau. Si elle que je réponde à notre ami Saïd, nous n'avons pas de culture de coopérative en Algérie, ça commence à se faire. Donc alors de plus en plus, les gens s'intéressent à vouloir créer des coopératives pour justement commercer justement des produits, que ce soit le terroir ou que ce soit l'artisanat, surtout les produits agricoles. Donc, effectivement, il y a de l'intérêt qui est en train d'être porté là-dessus. Et il y a même les pouvoirs publics qui ont vu, c'est-à-dire ils ont facilité les dispositifs réglementaires dans ce sens. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire et qui va se faire dans les prochains jours. Merci, Madame Kacher. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Naoufel Haddad, qui a posé plusieurs questions sur le chat. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Naoufel Haddad. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Bonjour. Vous m'entendez très bien? Oui, oui, Oui. on vous entend Oui, très bien. je m'intéresse beaucoup à ce webinaire. Et j'ajoute que les coopératives sont une vraie solution pour les femmes rurales. Surtout, il y a un encadrement à l'échelle mondiale. Il y a l'Alliance des coopératives en Afrique. Il y a un BRIC à Nairobi et aussi un bureau mondial. Bref, je reviens pour ma question. C'est que j'ai voulu essayer l'hydroponie, l'agriculture urbaine ville, mais j'ai trouvé des problèmes avec la municipalité, surtout la source d'eau. Peut-être, je penserai à l'hydroponie. C'est moins de consommation d'eau, mais c'est un peu coûteuse pour les équipements et tout ça. Autre chose, je parlais euh, de... Attendez, voilà. L'éducation des adultes, voilà. Ça relève de l'andragogie. Donc, nous souhaitons savoir l'approche utilisée pour faire passer le savoir dans l'expérience en Algérie et tous les autres intervenants qui ont parlé de ça. Donc, je sais que les conférences et les manières académiques, ça ne passe pas avec les adultes. Il faut
faire des jeux de rôle, d'autres manières interactives avec les apprenants. Si on peut développer un guide après les expériences vécues, si on peut développer un guide pour faciliter le passage du savoir, voilà. Donc, quelle est l'approche utilisée par les intervenants? Merci. Et merci. Est-ce que Monsieur Zidi peut répondre à la question, la première question? Alors, il a posé une question par rapport à l'utilisation de l'eau, n'est-ce pas? Oui. À qui, le monsieur, le dernier monsieur, bien, parce que je trouve même il y a des questions sur le chat. Je sais pas, je réponds à quelle question exactement? Vous pouvez répondre à la question que vous voulez. Ah, d'accord. D'accord. Bon, les deux questions sont similaires, presque similaires, parce que il parle, monsieur, sur le. euh, alors, la question, elle est là, donc je trouve. On vous Oui, entend pas très bien, Abdel Hakim. oui, voilà. Le problème de l'agriculture urbaine est la peu disponibilité de l'eau. On a été d'utiliser l'eau potable et grande rentabilité. Donc, de toute façon, donc, il y a plusieurs techniques, on peut l'utiliser. Donc, pas forcément l'eau potable. On peut faire la récupération de l'eau de pluie. Euh, il y a des techniques de ça. Donc, même l'hydroponie, c'est en question de pourcentage. Elle utilise presque 80% d'eau moins que l'agriculture classique. Donc, donc c'est ça. Et même, on peut utiliser des cultures adaptées, hein, adaptées et consomment moins d'eau. Et voilà. Et même, on fait Pour recycler aussi, non? les réutilisations des lots, Hmm. de l'eau qu'on utilise, que c'est après l'utilisation, l'utilisation de l'eau. Le recyclage d'eau. Voilà, voilà, recyclage d'eau, voilà. C'est ça le mot exact. Très bien. En fait, Madame Fetiha Galouche veut ajouter quelque chose. Madame Fetiha? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Oumaima, j'espère que tu vas bien. Merci. Donc, je remercie nos chers intervenants, Keltouma et Abdelhakim. Donc, en fait, je les remercie pour leur intervention. Je voulais juste apporter des compléments de réponse par rapport à l'intervention de Keltouma, les questions qui ont été soulevées par rapport aux coopératives. Ma chère Zahia avait dit qu'on n'a pas de culture de coopérative en Algérie. Euh, Juste pour compléter ce qu'elle avait dit, c'est pas la question de culture, c'est beaucoup plus l'adaptation à un nouveau système d'organisation. En fait, les femmes en Algérie avaient tendance à travailler, c'est vrai, en communauté, mais avec un système traditionnel, mais pas organisationnel. C'est-à-dire le système, c'est un système traditionnel comme la Tuisa. Mais en matière d'organisation, c'est ça l'intérêt dans le cadre de l'andragogie et l'éducation des adultes. Alors, juste pour me présenter, pour expliquer ce que je vais dire, donc je suis déjà directrice des études à l'Institut national de vulgarisation agricole et moi, je porte aussi la casquette de sociologue rural. Donc, pour vous dire en termes d'institution, l'accompagnement institutionnel, nous accompagnons la population rurale, les agriculteurs, les associations et les coopératives sur l'organisation, sur matière de vulgarisation, nous sommes là pour les assister, mais aussi en matière d'organisation. Il y a des coopératives en Algérie, on n'est pas dans la même perception. On n'est pas avancé comme le Maroc et la Tunisie en matière d'organisation des femmes.
Et c'est maintenant que ça se met en place. Et le problème, c'est que même les coopératives qui ont été créées aujourd'hui dans le cadre de projets ou bien dans le cadre du programme d'action national, il y a la culture de ces femmes sur l'organisation qui est un petit peu difficile à développer parce qu'en fait, l'esprit de l'économie sociale et solidaire n'est pas ancré dans leur esprit. Il y a plutôt un travail personnel qui est vu, c'est-à-dire il n'y a pas d'autonomisation et de solidarité entre elles, donc elles n'ont pas encore cet esprit. C'est plutôt pour ces femmes l'objectif d'une organisation, c'est créer un gain, ce qui n'est pas le cas réellement. Donc le gain peut y être, mais ça ne fait pas partie des objectifs, des 7 objectifs de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a un travail qui est en train de se faire là en matière d'accompagnement des femmes rurales. Nous faisons de la formation, notamment comment la durabilité, comment fonctionne une coopérative et quels sont les systèmes de durabilité, quelles sont les performances qui permettent à ces associations de maintenir leur cohésion sociale et aussi même les coopératives. Ça, c'est un point. Si je reviens par rapport à l'intervention de M. Zaidi, en fait, je le remercie aussi pour son intervention parce que on avait déjà discuté sur son article, puisque c'est un collègue d'ailleurs, et je trouve que son intervention est très intéressante parce qu'en fait, il y a des aspects aussi sociologiques qui seraient importants de développer par rapport à l'agriculture urbaine. Euh, on avait lié en Algérie, l'agriculture urbaine n'est pas, elle vient de renaître un petit peu, de naître ou de renaître, puisque ça faisait partie de l'agriculture traditionnelle aussi. Mais je voudrais juste apporter un plus par rapport aux conditions de renaissance de cette agriculture urbaine. C'est l'agriculture urbaine aux situations de crise. Donc, c'est une relation de réponse sociale aux vulnérabilités auxquelles nous avons justement vécu. Donc, dans une perspective sociologique, l'agriculture urbaine est souvent analysée comme si vous voulez, une pratique émergente ou renforcée par les crises. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid. La crise du Covid a mis en place une inflation alimentaire, une rupture d'approvisionnement, des crises énergétiques qui mettent en lumière, si vous voulez, la dépendance des villes à des chaînes logistiques, si vous voulez, longues, c'est-à-dire on dépendait de la chaîne de valeur de l'agriculture qui venait des milieux ruraux. Par contre, si on fait une analyse sociologique, ces situations de crise ont créé un contexte favorable pour l'émergence des pratiques locales comme les jardins potagers, les jardins partagés, le compostage et aussi les micro-fermes urbaines. Donc, je voulais juste mettre le contexte dans l'apparition de l'agriculture urbaine en Algérie qui permet de sécuriser une partie de l'approvisionnement parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la période du Covid, il y a eu quand même une rupture entre les villes et ça a créé une certaine indisponibilité des produits alimentaires au niveau des villes. Donc, c'est-à-dire cette sécuriser est une justice alimentaire par rapport à la situation de crise ou ce qu'on appelle aussi un outil de résilience sociale. Donc, on est dans une situation aussi de reconstruire les liens sociaux par rapport à l'agriculture urbaine, revenir aussi à l'autoproduction et et on est là aussi, si vous voulez, dans l'adaptation au changement climatique. Donc, ce que a présenté M. Zaidi, on est dans une transition écologique accélérée. Donc, les crises environnementales et par exemple, fermer des fermes sur des toits, des corridors écologiques. Il y a eu des gens qui ont des villas et ils ont carrément transformé leur, euh, leur villa à une production urbaine, agricole urbaine. C'est une sorte de s'adapter non seulement aux crises, mais aussi au changement climatique. Et voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ça. Et je vous remercie. Merci, Madame Fetiha, merci beaucoup. Donc, nous avons encore 2 questions. Nous allons répondre à ces 2 questions avant la fin de ce webinaire. Et je passe la parole à Monsieur Mohamed.
Est-ce que Mohamed est là? Monsieur Mohamed est là pour poser sa question. Donc, pour faire vite, je vais essayer de lire la question qui est sur le chat. Quand vous parlez que l'agriculture urbaine peut fournir des aliments frais, alors la ville est sujette à tout type de pollution. Comment peut-on gérer cette contrainte? Donc, Monsieur Zizi, est-ce que vous pouvez répondre à cette question de Monsieur Mohamed? Oui, oui, bien sûr, par rapport à la pollution. Oui. Donc, vraiment, c'est vrai, c'est la pollution, une contrainte, mais il y a des techniques, on peut cultiver, donc, par exemple, on dit hydroponie, par exemple, utilise des substrats propres, donc installer des jardins bien sur les toits ou bien les terrasses. Donc, on évite même le sol. Donc, c'est pour ça, donc, l'hydroponie, c'est une solution. On peut le faire pour éviter la pollution du sol. Même, comment on dit ça, même on cultive des espèces moins sensibles, je dirais moins sensibles. Et bien sûr, on analyser les sols régulièrement. Avec ces mesures, je pense que l'agriculture reste parfaitement sûre. Donc, c'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Nous avons aussi une autre question pour vous, Monsieur Zidi, et ça vient Oui, de Madame Hela Hsaili. Je vous passe la parole, Madame Hela. oui. Madame Hela Hsaili. Alors sinon, je vais lire sa question directement. Donc, elle a dit, pour une agriculture urbaine, est-ce qu'on utilise l'eau potable? Est-il nécessaire de penser à des solutions de gestion durable de l'eau? Oui, oui, j'ai répondu à cette question. Donc, l'eau potable, c'est pas. Donc, là, on cherche l'économe d'eau. Donc, c'est ça la question. Euh, c'est l'eau potable. On évite même on utilise l'eau de pluie, on utilise l'hydroponie. Ça, c'est des techniques, on peut l'utiliser. Donc, c'est pour ça. Donc, je vois la même question. J'ai répondu à ces questions. C'est pour ça. D'accord, très bien. Donc, je passe la parole à Monsieur ou Madame Serine, Cara, Modou Cara. Merci beaucoup, madame. Oui, Alors, voilà, merci beaucoup, madame. Je pense que vous me recevez, hein. oui, oui, oui. Très bien. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Bon, Et je voulais, avant de commencer, féliciter nos chers exposants qui ont fait de brillantes présentations et que nous avons appris beaucoup à travers ces présentations. Donc, encore une fois, félicitations à vous deux. Alors, merci. c'est Serigne Modou Kara Diop de l'ONG AlphaDev, alphabétisé pour le développement durable au niveau du Sénégal. Alors pour nous, l'alphabétisation, l'apprentissage des adultes n'est pas une fin en soi, mais un moyen de développement, surtout pour le développement durable. Parce qu'il y a un taux d'analphabétisme très élevé et que dans toutes nos approches, sur toutes les thématiques où nous travaillons, la participation citoyenne, l'agriculture, dans toutes les thématiques, on utilise l'alphabétisation parce qu'il faut pour rendre les interventions pérennes ou bien pour localiser le savoir, il faut alphabétiser d'abord. Alors, quelqu'un a parlé d'approche. Nous, l'approche que nous utilisons, c'est l'approche Reflect. C'est une approche participative qui, au-delà de l'andragogie, qui va permettre aux participants de participer et bien dans les séances d'animation et qui est une approche vraiment réussie, qu'on a réussi et qu'on y travaille depuis plus de 20 ans.
Et je pense que même si vous voulez même une dissémination ou bien des explications plus claires par rapport à cette approche, vous pouvez contacter le directeur exécutif Mor Diakhaté, qui pourra d'emblée apporter des explications plus détaillées, parce que nous avons des guides avec les facilitateurs pour cette approche. Alors, en ce qui était ma question pour l'agriculture urbaine, je pense que monsieur avait donné la réponse concernant les espaces, parce que aussi ça, c'est un défi. Nous savons qu'avec l'urbanisation, les zones urbaines et périurbaines ont peu d'espace. Maintenant, les questions qui se posent, il y a mais comment on peut faire l'agriculture urbaine à travers ces zones-là. Donc, il l'a bien expliqué. Je pense que ça reste un défi aussi, qu'il faut apporter des solutions. C'était ça, je voulais juste apporter quelques contributions par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il y a une question de Anna sur le chat que j'ai traduit en français et je pense que Madame Zehi a déjà répondu à la question, mais si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et après ça, on va finir avec la question de Rahma. Donc, une réponse de Madame Zahia, s'il vous plaît, et après, on passe à la dernière question qui est la question de Rahma. Tahmidi. Justement, merci beaucoup pour la traduction, Oumaima, pour Annie. J'espère que tu vas lui traduire en anglais. Oui, Effectivement, il y a nous la avons, traduction. voilà. Donc pour Annie, effectivement, c'est une très bonne question. Donc nous avons un climat humide, froid, chaud. Donc au début, comme elle a dit Keltouma, on pensait pas que le safran pourrait marcher au niveau de notre région qui est montagneux par excellence. Nous avons 80%, c'est la montagne. Et finalement, c'est une filière qui peut vraiment très bien marcher parce que nous avons c'est-à-dire le froid des montagnes. Donc, ça marche très bien, surtout la période entre octobre, novembre et tout, c'est-à-dire entre fin septembre, octobre et novembre. Donc, c'est une plante qui s'adapte uniquement très bien à notre sol. Et bien sûr, même le côté, c'est-à-dire mer aussi, ça répond, c'est-à-dire par rapport à l'humidité. Donc, nous avons beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui cultivent justement les affronts au niveau des montagnes et ça marche très, très bien. Nous avons un très bon produit. Bien sûr, comme Saïd le dit, comme Fatih et tout. Donc, c'est intéressant effectivement de créer des coopératives pour voir nos produits sur les marchés nationaux et internationaux. Merci, Maïma. Merci pour votre réponse, Madame Zahia. Donc, on passe à la dernière question. Rahma, je te passe la parole. Merci, Oumaima. Je suis en train d'écrire, mais oui, c'est plus pratique en Oui. parlant. Donc, je remercie Monsieur Zeidi, enfin, les deux intervenants pour les informations partagées. Franchement, j'ai appris pas mal de choses. Alors, ma question est plutôt sur l'agriculture urbaine. Car je trouve que ce type d'agriculture est une innovation à la fois écologique et sociale. Et donc, je vois très bien l'impact et les avantages de l'agriculture urbaine en Tunisie, par exemple. À Tunis, si c'est possible même. Mais en même temps, les défis sont très clairs. Les ressources limitées d'eau, comme les participants ont déjà évoqué, et surtout la pollution. Si Mohamed aussi a posé la même question par rapport à ce challenge, comment faire face à la pollution. Et à mes connaissances, le taux de la pollution à Tunis, par exemple, est très élevé. Donc, mais au-delà de tout cela, comment l'éducation des adultes peut contribuer pour faire face à ces défis? J'essaie d'imaginer les différents modèles possibles à appliquer qui pourraient sensibiliser sur l'importance, sensibiliser, encourager sur l'agriculture urbaine. En même temps, j'ai pas des exemples ou des modèles clairs où l'éducation des adultes a contribué à réaliser ça. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce qu'il y a un type d'agriculture adapté aux conditions des zones urbaines? Et la troisième, c'est par rapport à la plateforme l'Inde AgriTech.
si j'ai bien compris, c'est une plateforme qui a été développée en Tunisie, parce qu'il y a une autre en Algérie, je pense. Alors, quel type d'informations assurer sur cette plateforme? Est-ce qu'ils disent, par exemple, les espaces disponibles en ville, les espaces pour l'agriculture, le taux de pollution? Est-ce qu'ils encouragent sur un type particulier d'agriculture dans les villes en Tunisie? Donc voilà, trois questions à Monsieur Sidi, s'il accepte de répondre, bien sûr. Merci, Rahma. Et j'espère que j'étais claire. Après, je peux reformuler. Alors, Abdel Hakim, est-ce que oui, 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 vous oui, pouvez oui, répondre à madame. la question? Bon, la réponse, Je peux répéter si Zaidi, oui, si bien, vous oui, voulez. oui, 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 madame, bien sûr. Alors, comment vous voyez le rôle de l'éducation des adultes pour sensibiliser à l'importance de l'agriculture urbaine, cette innovation sociale et écologique, je dirais. Alors, pour ce question, on cherche en fait que par les formations locales, par les ateliers, par focus group, euh, permet des adultes d'apprendre des techniques euh, pas forcément compliquées, simples et en assurant être très pratique. C'est ça le problème, l'essentiel. Donc, on peut appliquer directement sur le champ, donc dans les quartiers. Euh, Bien sûr, ces compétences, on, on voit, comment on dit ça, c'est, on cherche toujours comment euh, comment ces compétences peuvent ouvrir une porte sur euh, le revenu et source de revenus, oui, c'est ça. Donc, bien sûr, donc avec les micro-jardins, bien sûr, avec euh, les paniers solidaires, on vend des plants, même les petits marchés avec les familles, on peut générer des petites activités économiques. Donc, on cherche toujours, moi personnellement, je cherche pas plus technique dans l'agriculture urbaine que je cherche à être un espace humain, un espace stable euh, Mm, pour les habitants. C'est ça le plus important pour moi. Je cherche pas la technicité, quelle technique moderne, quelle technique exacte, on peut l'utiliser tel. Donc ça, il y a des travaux, il y a des innovations à chaque fois, chaque année, on voit euh, on retrouve ça les sites, l'Internet, mais jamais parler, est-ce que l'endroit est habitable ou pas? Est-ce que l'endroit maintenant, mm, euh, voilà, c'est mm, ça que je cherche. Ma philosophie ou bien ma recherche, euh, l'intégration de l'humanité. Maintenant, on voit toujours les bâtiments, on voit les nouvelles villes, le béton, mm. on ne voit pas l'humain, le vrai humain. C'est ça l'importance. Je suis d'accord avec vous, mais là aussi, il y a le rôle de l'État. Par exemple, si l'État fait quelque chose, Et, et, et malheureusement, donc maintenant, oui. le problème de réglementation, c'est ça le problème. Donc Mm, maintenant, on cherche, par exemple, créer une coopérative urbaine pour planter ou bien pour utiliser le bâtiment pour faire une activité productive. C'est pas possible maintenant. C'est même donc l'État. Euh,
on a un problème de réglementation. C'est ça le problème. Donc, peut-être à l'avenir, je pense que ce sera mieux. Attends. Merci pour votre réponse. Je Merci. pense que Madame Fatiha Je pense que la réponse est, hein, je pense que la réponse elle est bien. Je ne sais pas exactement, mais Je peux compléter mon collègue, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, nous avons seulement 1 minute, Madame Fetiha, s'il vous plaît. D'accord, ok. Merci, Oumaima. Au fait, c'est intéressant, la question elle est intéressante et justement, je complète ce qu'avait dit mon collègue. Au fait, sensibiliser en andragogie euh, sur l'agriculture urbaine, c'est donner un sens, si vous voulez. Le sens, il est un peu relié l'agriculture urbaine aux enjeux de la société. Alors, il y a plusieurs manières de sensibiliser. Il y a la collègue qui avait posé la question de la Tunisie euh, sur le rôle de l'État. Oui, il y a le rôle de l'État en matière de mise en place d'une certaine réglementation, mais aussi en matière de sensibilisation, puisque je représente aussi l'institution de l'État. Donc, il faut donner un sens à la relation de l'agriculture urbaine aux enjeux de la société, à travers donc sensibiliser aux impacts concrets pour renforcer cette sensibilisation à travers la sobriété alimentaire et l'indépendance face aux crises. Quel est le rôle aussi de la santé? Manger local, réduire les pesticides, c'est-à-dire voilà les manières dont on peut, sur lesquelles on pourrait sensibiliser la lutte contre le gaspillage. Il y a aussi Oui. l'économie, le climat, c'est-à-dire plus la pratique semble utile, aussi on va aller vers de la sensibilisation pratique à travers les champs-écoles paysans. Là, on va parler de champs-écoles urbains, ça veut dire avoir des espaces où on impliquerait la population qui est intéressée par l'agriculture urbaine, donc créer des champs-écoles spécialisés sur ça, sur des espaces d'échange et de coopération, où on pourrait animer des ateliers intergénérationnels pour que les générations futures puissent maintenir cette agriculture urbaine. Et on est dans la dimension, si vous voulez, communautaire qui renforce l'adhésion de la population urbaine et les générations futures à maintenir ce type d'agriculture. Donc, voilà, c'était juste mon intervention pour compléter ce que mon collègue avait dit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Madame Fatiha. oui, mais juste parce que on ne peut pas remplacer définitivement l'agriculture rurale vers l'agriculture Bien sûr, bien sûr. urbaine. Bien Donc, sûr. c'est la complémentarité, c'est ça. Oui. Donc, Tout à fait. oui, d'accord. Merci. Merci, madame, pour la réponse. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire et je tiens à remercier chaleureusement Madame Kaltouma Adouen et Monsieur Abdelhakim Zidi pour leur présentation, ainsi que tous les participants pour votre attention et votre participation. Et nous espérons que ce webinaire vous a inspiré et vous a permis de mieux comprendre le rôle de l'apprentissage et l'éducation des adultes dans le renforcement des communautés et le développement durable. Donc, pour finir, je tiens à vous inviter à nous suivre sur euh, LinkedIn, sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook. Nous avons aussi un groupe Facebook, praticiens de l'éducation des adultes. Donc, ma collègue Lindia vous a mis toutes les informations sur le chat. N'hésitez pas à nous suivre et aussi à vous inscrire sur Moja. Merci beaucoup et à très bientôt pour nos prochains événements. Merci. Au revoir. Au revoir.